La nuit était si silencieuse que même le vent semblait retenir son souffle, jusqu'à ce qu'un cri déchire l'obscurité. Jeanne Morel, veuve et brisée par la vie, court à travers les herbes froides, guidée par une voix qui semble venir de la mort elle-même. Sous un vieux hêtre, une jeune femme agonise, son bébé dans les bras, et un nom qu'elle murmure avec terreur. Quelqu'un arrive. Quelqu'un qui veut reprendre cet enfant, coûte que coûte. Et cette nuit-là, une promesse va bouleverser tout un village. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. La nuit tombait sur la vallée comme une couverture lourde, étouffant chaque son, chaque souffle, chaque souvenir. Jeanne Morel était assise près de la petite table en bois, ses doigts glissant machinalement sur l'aiguille qu'elle essayait de guider à travers un morceau de tissu. Elle ne cousait pas vraiment. Elle se tenait occupée, comme elle le faisait chaque soir depuis des mois, simplement pour éviter de penser à ce que la maison avait perdu. Le silence, parfois, lui paraissait plus cruel que la douleur elle-même. Un cri soudain déchira l'air. Un cri net, aigu, brutal. Jeanne sursauta, laissant tomber l'aiguille sur les planches froides du sol. Son cœur se serra d'un coup, comme si le passé venait de la frapper en pleine poitrine. Pendant un instant, elle crut que son esprit lui jouait un tour, qu'il tentait une nouvelle fois de la ramener à cette nuit où tout s'était effondré. Mais le cri retentit à nouveau, encore plus désespéré, presque arraché à une gorge qui luttait pour rester en vie. Jeanne attrapa sa lanterne et sortit en courant. Le vent froid gifla ses joues, soulevant ses cheveux tandis qu'elle traversait la cour. La lumière tremblante formait des ombres déformées sur les murs de pierre, mais elle ne s'arrêta pas. Les cris venaient du bosquet, là où sa terre rencontrait les premières pentes de la prairie. Elle s'y précipita, les branches fouettant ses bras, ses jupes s'accrochant aux herbes sèches. Puis elle la vit. Une jeune femme, affaissée contre un vieux hêtre, son visage pâle déformé par la douleur, sa robe tachée de sang. Ses yeux s'ouvrirent faiblement à la lueur de la lanterne, emplis de terreur. « Aidez-moi » souffla-t-elle. « Mon bébé, je vous en supplie. » Jeanne sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'agenouilla, les mains tremblantes. « Je vais chercher la sage-femme. » « Non. » La main de la jeune femme agrippa son poignet avec une force inattendue. « Pas le temps, ne me laissez pas. » Le souffle de Jeanne se bloqua dans sa gorge. Elle n'avait jamais mis un enfant au monde. Elle n'avait tenu qu'une seule fois un nouveau-né dans ses bras, le sien, silencieux, immobile, emporté avant même d'avoir vécu. Mais ici, sous la lune glaciale, il n'y avait personne d'autre. Juste elle. Et une vie qui poussait pour sortir. Guidée par une intuition qu'elle ne comprenait pas, elle accompagna la jeune femme, soutenant son dos, essuyant ses larmes, murmurant qu'elle était là. Un cri, un autre, un effort désespéré, et soudain, un petit corps glissa dans ses mains tremblantes. Un cri aigu traversa la nuit, pur, déchirant, vibrant de vie. Le cœur de Jeanne se brisa et se recolla en même temps. La jeune mère, haletante, releva la tête. Ses doigts effleurèrent la joue de l'enfant. « Protégez-la » murmura-t-elle. « Ne le laissez pas, la prendre, je le promets. » Jeanne sentit la terre s'ouvrir sous elle. « Je vous le promets. » Et à peine ces mots prononcés, la main de la jeune femme retomba. La forêt retomba dans un silence glacial. Jeanne était seule, tenant la petite créature contre sa poitrine, soudain consciente que sa vie venait de basculer. « Ici » souffla-t-elle. « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » L'aube s'était levée sans douceur, étirant une lumière pâle sur la vallée encore glacée. Jeanne n'avait presque pas dormi. La petite était blottie contre sa poitrine depuis des heures, respirant d'un souffle court mais régulier, comme si la nuit entière n'avait été qu'un mauvais rêve. Pourtant, chaque fois que Jeanne baissait les yeux vers ce minuscule visage, elle sentait son cœur se resserrer sous le poids d'une émotion qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis longtemps. Un coup sec frappa la porte. Jeanne sursauta, instinctivement serrant l'enfant contre elle. Quand elle ouvrit, Madame Roux se tenait là, le souffle court, le visage décomposé. « Jeanne, ils ont trouvé un corps dans votre bois. Toute la commune en parle déjà. » Jeanne sentit ses entrailles se nouer, mais elle resta immobile, la main posée sur la tête de la petite. « Je sais, » répondit-elle d'une voix faible. « J'étais avec elle. Elle n'a pas survécu. » Les yeux de Madame Roux s'écarquillèrent. Elle remarqua le nourrisson, enroulé dans le châle, les joues roses de chaleur. Seigneur, c'était donc son enfant? Jeanne hocha la tête. La vieille femme s'approcha un peu, sa voix baissant d'un ton. A-t-elle dit qui était le père? Le souvenir de la jeune mère, de ses yeux emplis de peur,
traversa l'esprit de Jeanne comme une lame glacée. Elle revit ses doigts agrippant son poignet, cette voix presque éteinte lui implorant de la protéger. Elle m'a seulement demandé de la garder en sécurité. Elle m'a fait promettre. Madame Roux prit une longue inspiration, consciente du poids d'une telle parole. Dehors, on entendait déjà des voix, des silhouettes traversaient le chemin, les rumeurs se propageaient plus vite que le vent. Jeanne, le shérif va vouloir des explications. Et les autres aussi. Vous savez comment ils sont, là-bas, près du hêtre, tout le monde parle. Certains diront que ce n'est pas votre place de garder cet enfant. Jeanne releva le menton, doucement mais avec une détermination nouvelle. Lucie reste avec moi. Jusqu'à ce que la vérité soit claire. Madame Roux resta silencieuse un moment, scrutant son visage, lisant dans ses traits les traces d'une femme qui avait déjà trop perdu. Elle finit par hocher la tête. Je dirai que vous vous occupez du bébé. Cela donnera un peu de temps. Mais préparez-vous, ils poseront des questions. Et pas seulement eux. Quand elle s'en alla, Jeanne ferma la porte et s'y adossa, le souffle tremblant. Lucie émit un petit bruit, cherchant la chaleur. Jeanne la serra contre elle, sentant en elle se réveiller quelque chose qu'elle croyait mort. L'instinct, le courage, la volonté de défendre ce petit être envers et contre tous. « Je t'ai promis », murmura-t-elle. « Je ne te laisserai pas. » Au loin, des sabots frappaient la terre. Le shérif arrivait. Et avec lui, le début des épreuves. Le soleil avait grimpé dans le ciel sans réussir à réchauffer l'air. Jeanne marchait prudemment le long de la route qui menait au village, Lucie blottie contre elle, enveloppée dans un linge épais. Chaque regard qu'elle croisait semblait chargé d'interrogations, parfois de compassion, parfois d'une méfiance sèche qui lui donnait envie de tourner les talons. Mais elle continua d'avancer. Il fallait acheter du lait, des linges propres. Et surtout, il fallait faire face. Alors qu'elle traversait la place, les murmures se firent plus lourds, comme une couverture invisible qui s'abattait sur elle. Un bruit soudain, violent, coupa les chuchotements nets. Des sabots martelèrent le sol avec une urgence étrangère à ce petit hameau tranquille. Jeanne se figea. Une calèche imposante, sombre, richement décorée, surgit au détour du chemin. Rien dans ce village ne ressemblait à cela. Les chevaux transpirants s'arrêtèrent brusquement, faisant reculer les passants. La portière claqua, et un homme en descendit. Grand, droit comme une lame. Vêtu d'un manteau parfaitement taillé, de bottes impeccables. Son visage était une sculpture de pierre, ses yeux d'un gris métallique balayèrent la foule avant de se fixer sur elle, comme s'il l'avait cherchée depuis toujours. Il avança sans un mot. Les gens se poussèrent pour lui faire place. Jeanne sentit ses muscles se tendre à mesure qu'il approchait, chaque pas faisant monter une terreur instinctive dans sa poitrine. Il s'arrêta devant elle, presque trop près. « Cet enfant est le mien », déclara-t-il d'une voix calme, glaciale. « Donnez-la-moi. Maintenant. » Lucie remua légèrement, comme si elle pressentait l'attention. Jeanne recula d'un pas, la serrant contre sa poitrine. « Sa mère me l'a confiée, » répondit-elle, la gorge sèche. Elle voulait qu'elle soit protégée. « Je ne peux pas vous la donner. » Autour d'eux, les murmures se transformèrent en un brouhaha nerveux. Certains hochaient la tête en faveur de l'homme, d'autres fixaient Jeanne avec hésitation, partagés entre tradition et empathie. L'homme tendit la main, rapide, autoritaire, comme pour saisir l'enfant. Jeanne rejeta son bras en arrière, un souffle coupé par la peur mais aussi par un instinct féroce qu'elle ne se connaissait pas. Son regard à lui devint plus dur. « Vous n'avez aucun droit, dit-il. Aucun. » Il sortit un rouleau de papier qu'il déplia avec une lenteur calculée. Les sceaux officiels brillaient à la lumière. Il les brandit devant la foule. « La loi est de mon côté. Vous êtes en possession illégale de mon enfant. » Jeanne sentit le sol osciller sous ses pieds. Mais elle refusa de céder. « Ce n'est pas une possession, » murmura-t-elle. « C'est une vie. Et je lui ai donné ma parole. » Les yeux du riche inconnu s'allumèrent d'une colère glacée. « Alors je reviendrai avec ce qu'il faut pour vous l'arracher. » Il remonta dans sa calèche, la porte claqua, les roues s'emballèrent, laissant derrière lui une poussière lourde de menaces. Jeanne resta immobile, Lucie contre son cœur, les battements de leurs deux vies résonnant comme un serment silencieux. Le village semblait différent depuis l'arrivée de cet homme. Comme si chaque pierre, chaque porte, chaque regard portait désormais une ombre nouvelle. Jeanne avançait à travers le marché, Lucie contre elle, et elle sentait la tension dans l'air comme un voile qu'on aurait jeté sur la commune entière. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle approchait. Certains détournaient les yeux. D'autres, au contraire, la fixaient ouvertement, comme si elle avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas.
Elle s'arrêta devant l'étal du boulanger. L'homme, d'habitude si jovial, se contenta de lui tendre le pain sans un mot, son regard glissant immédiatement vers l'enfant. Jeanne sentit un frisson lui traverser l'échine. Elle remercia doucement, mais sa voix était si faible qu'elle ne l'entendit même pas elle-même. Sur la place, 2 femmes chuchotaient en l'observant. On disait qu'elle ne s'en remettrait jamais. Peut-être qu'elle veut simplement remplacer ce qu'elle a perdu. Des mots qui se plantaient comme des aiguilles. Jeanne baissa la tête, avançant plus vite. Lucie remua, cherchant la chaleur de sa poitrine, et Jeanne resserra son étreinte comme pour se protéger toutes les deux. Lorsque le shérif Étienne Carrel descendit de son cheval, elle eut presque envie de fuir. Mais sa voix l'arrêta. « Jeanne !» Elle se retourna. Il avait ce regard grave, celui d'un homme qui savait que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. L'homme d'hier, il n'est pas n'importe qui. Il possède des terres, des relations, des juristes. Il compte bien revenir, et pas seul. Jeanne sentit son souffle se raccourcir. Il ne peut pas me prendre Lucie, elle ne serait pas en sécurité avec lui. Sa mère avait peur de lui. Je l'ai vu dans ses yeux. Carrel hocha lentement la tête. Je te crois. Mais ça ne suffira pas. Il essaiera de s'appuyer sur la loi, et la loi n'a pas toujours de mémoire. Ils marchèrent ensemble quelques instants. Des enfants s'arrêtèrent pour regarder le bébé. Une vieille femme murmura une prière en les voyant passer. D'autres détournèrent le regard, comme si Jeanne était devenue un problème qu'on préférait ne pas voir. Le courage de Jeanne s'effritait à chaque pas. Mais lorsqu'elle regarda Lucie, quand elle sentit cette minuscule main s'accrocher à son vêtement, quelque chose se raviva en elle, une braise qui refusait de mourir. « Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, elle reste avec moi. Jusqu'à ce que la vérité soit connue. » Carrel la regarda longuement. « Alors on fera face ensemble. Il en faudra plus que des papiers pour m'empêcher de protéger un enfant. » À cet instant, Jeanne comprit que le combat ne faisait que commencer. Mais elle ne serait plus seule pour le mener. Toute la matinée, un vent lourd avait soufflé sur le village, charriant avec lui une inquiétude que personne n'osait nommer. Les nuages s'amoncelaient au-dessus des toits comme un présage sombre. Jeanne, assise sur le banc de sa véranda, berçait doucement Lucie contre elle. Chaque craquement du portail, chaque pas sur le chemin la faisait sursauter. Elle savait que l'homme reviendrait. Elle ignorait seulement quand. La réponse arriva dans un fracas de roues et de sabots. Une calèche encore plus imposante que la veille s'arrêta au milieu de la place, soulevant un nuage de poussière qui fit se retourner tous les habitants. 2 hommes descendirent d'abord, costume sombre, porte-documents sous le bras, expression glacée. Puis lui. L'homme de la veille, le même regard d'acier, encore plus résolu, encore plus sûr de sa victoire à venir. Il marcha droit vers la maison de Jeanne. La foule s'ouvrit devant lui, attirée par le spectacle autant que terrifiée par ses conséquences. Jeanne se leva, le cœur battant si fort qu'elle crut un instant perdre pied. Lucie s'agita, comme si elle sentait que le danger approchait. « Jeanne Morel » appela l'un des juristes, sa voix sèche comme du parchemin. « Nous avons ordre d'exiger la restitution immédiate de l'enfant. » L'homme ajouta, d'un ton glaçant, « Ce que vous faites s'apparente à un enlèvement. Vous bafouez la loi. » Jeanne serra Lucie contre elle, respirant profondément pour ne pas trembler. « Je n'ai rien enlevé. On me l'a confié. Et elle n'ira nulle part tant que son bien-être est en question. » Un murmure parcourut la foule. On sentait la tension monter, comme un orage prêt à éclater. Et soudain, une voix puissante fendit l'air. « Ça suffit. » Le shérif Étienne Carrel s'avança, se plaçant sans hésiter entre Jeanne et le groupe d'hommes. Ses bottes résonnèrent lourdement sur les planches de la véranda. « Vous n'obtiendrez rien aujourd'hui, déclara-t-il. Pas sans enquête, pas sans preuve, pas avec des menaces. Cet enfant ne sera pas arraché à bras ouverts par quelques papiers et un ton autoritaire. » L'homme riche plissa les yeux. « Vous vous opposez à la loi, shérif ? » « Je m'oppose à l'injustice, » répondit Carrel calmement. « Et vous en êtes plein jusqu'au cou. » La foule retint son souffle. Jamais encore on n'avait vu le shérif parler ainsi à un homme de ce rang. Jeanne sentit un étrange mélange de soulagement et d'émotion lui envahir la poitrine. Ce n'était pas seulement une intervention professionnelle. C'était un geste humain, presque instinctif, de quelqu'un qui refusait de la laisser affronter seule la tempête. L'homme remonta finalement dans sa calèche, le visage contracté de rage contenue. « Très bien, » lança-t-il en claquant la portière. « Nous verrons ce que dit la justice. » La calèche disparut dans un grondement sourd, laissant derrière elle un village bouleversé, et Jeanne, encore debout,
grâce à l'homme qui s'était tenu entre elle et le danger. La soirée s'était installée doucement, couvrant le village d'un voile bleuâtre. Après le tumulte de l'après-midi, Jeanne sentait ses jambes fléchir sous elle, comme si chaque seconde de tension retombait d'un coup. Mais elle refusait de s'effondrer. Pas devant Lucie. Pas devant ceux qui attendaient qu'elle cède. Lorsqu'elle aperçut la silhouette du shérif Étienne Carrel marcher jusqu'à sa maison, elle se raidit instinctivement avant de se rendre compte que, cette fois-ci, sa présence n'était pas une menace. C'était un répit. « Puis-je entrer » demanda-t-il simplement. Jeanne hocha la tête. Lucie dormait tout contre elle, son petit poing serré contre la laine du châle. Carrel retira son chapeau en pénétrant dans la pièce, observant la modeste maison d'un regard qui semblait peser chaque souvenir qui y avait été vécu, chaque douleur qui y avait laissé une empreinte. « Vous avez tenu bon, Jeanne » dit-il en déposant un sac sur la table. Certains du village ont laissé ceci. Des couches, un peu de farine, quelques couvertures. Beaucoup ne l'ont pas montré, mais ils vous soutiennent plus que vous ne le croyez. Jeanne cligna des yeux, surprise. Je ne pensais pas. Les gens sont compliqués, murmura-t-il. Ils parlent, jugent, critiquent, mais quand il s'agit d'une vie, d'un bébé, le cœur finit souvent par se rappeler ce qui est juste. Ils restèrent silencieux un instant. Le feu crépitait doucement. Lucie soupira contre la poitrine de Jeanne. Le shérif observa la scène, et quelque chose dans son regard se fit plus tendre. « Elle vous regarde comme si vous étiez tout ce qu'elle connaît du monde », dit-il à voix basse. Jeanne sentit ses yeux se remplir de larmes, mais pas de tristesse. De fatigue, de peur, et d'un attachement qui devenait de plus en plus puissant. « J'ai peur de la perdre », avoua-t-elle enfin. « J'ai peur qu'on me l'arrache comme on m'a tout arraché avant. Je ne suis pas assez forte pour un autre deuil. » Carrel s'approcha, gardant une distance respectueuse, mais offrant une présence solide, comme un mur qui ne vacille jamais. « Vous êtes bien plus forte que vous ne le croyez, Jeanne. Aujourd'hui, vous avez tenu tête à un homme que personne n'oserait défier. Et vous l'avez fait sans armes, sans homme à vos côtés, juste avec votre courage et un bébé dans les bras. » Les mots s'enfoncèrent en elle comme un baume chaud. Elle inspira profondément. Lucie, dans un mouvement doux, tendit soudain la main vers le shérif et agrippa du bout des doigts le tissu de sa manche. Étienne s'immobilisa, surpris, puis un sourire imperceptible adoucit son visage. Ce geste minuscule, mais plein de confiance, suspendit le temps. « Elle vous aime bien », murmura Jeanne. « J'aime bien ce qu'elle représente », répondit-il doucement. « La vérité. L'innocence. Et une raison de se battre. » Jeanne sentit son cœur battre différemment, comme s'il retrouvait un rythme qu'il avait oublié. Dans le silence du soir, une alliance venait de naître, fragile, discrète, mais assez forte pour affronter la tempête qui approchait. Le matin se leva avec une brume épaisse qui avalait les toits du village et étouffait les sons. Jeanne suivait le shérif Étienne Carrel sur le chemin qui menait à la maison du thanatopracteur. Son pas était hésitant, presque réticent, comme si l'air même tentait de la retenir. Lucie dormait dans son écharpe, ignorant tout de la vérité sombre qui s'apprêtait à surgir. Lorsque Carrel poussa la lourde porte en chêne, une odeur de cire, de bois humide et d'herbe séchée emplit leurs narines. L'intérieur était silencieux, presque sacré. Le thanatopracteur, un homme aux mains abîmées par le travail, les salua d'un signe grave. « Elle est prête », dit-il simplement. Jeanne sentit ses doigts se serrer autour du tissu de l'écharpe. Son souffle devint court. Le shérif posa une main rassurante sur son épaule avant d'avancer vers le drap blanc reposant sur une table. Quand le voile fut doucement levé, Jeanne ferma les yeux un instant. Le visage de la jeune femme apparut, apaisé, presque fragile, comme si la mort avait enfin chassé toute la peur qui l'avait déchiré la veille. Jeanne sentit un pincement brutal lui traverser la poitrine. Elle pensa à cette dernière étreinte, à cette voix brisée qui lui avait confié son enfant comme on confie un secret trop lourd à porter. Le médecin du village entra discrètement, ses lunettes glissant le long de son nez. Il ouvrit un carnet et s'éclaircit la gorge. « J'ai examiné son corps hier soir », dit-il avec une gravité inhabituelle. « Il y a des traces, qui ne laissent aucun doute. Elle a fui. Elle a tenté d'échapper à quelqu'un. Les ecchymoses sur les bras, la tension dans les muscles, ce n'est pas une chute. C'est un combat. » Jeanne sentit la terre tourner légèrement sous ses pieds. Elle n'était pas seule dans sa peur, ajouta le médecin. Elle protégeait son enfant. Jusqu'au bout. Alors que le silence retombait, un bruit de bottes claqua dans le couloir. L'homme riche venait d'arriver, escorté de 2 de ses juristes. Il entra d'un pas furieux mais s'immobilisa net en voyant le corps.
L'arrogance de la veille vacilla, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Je veux la voir de près, ordonna-t-il. Karel se plaça devant lui, le regard fixe. Non. Vous regardez d'ici. Ce n'est pas un spectacle. Le médecin suivit, impassible, et présenta les marques, les preuves, la violence subie. Les juristes s'échangèrent un regard troublé. L'homme, lui, serra les mâchoires jusqu'à blanchir les tempes. Il n'était plus si sûr de son contrôle. Jeanne, serrant Lucie contre elle, comprit alors que la jeune mère n'avait pas couru vers n'importe qui. Elle avait couru vers la seule personne qu'elle croyait capable de sauver sa fille. Et cette vérité donna à Jeanne une force nouvelle, presque brûlante. « Je tiendrai ma promesse », pensa-t-elle. Même contre lui. Même contre la loi. La bataille venait de changer de nature. Et le camp de la vérité venait de se renforcer. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les nuages comme une promesse fragile. Jeanne, plus droite que les jours précédents, marchait à travers la place du village avec Lucie serrée contre elle. Ce qui frappait ce jour-là n'était pas le silence lourd habituel, mais quelque chose d'autre. Une forme d'observation nouvelle. Plus profonde. Presque respectueuse. Les premiers regards qu'elle croisa étaient prudents. Pas hostiles. Pas favorables non plus. Seulement, interrogatifs. Comme si les villageois, pour la première fois, voyaient autre chose que la veuve fragile qu'ils connaissaient. Elle passa devant l'épicerie. Le vieux propriétaire leva les yeux, et au lieu de détourner le regard comme il l'aurait fait la veille, il hocha simplement la tête. Jeanne sentit une chaleur étrange traverser sa poitrine, un signe minuscule mais réel que les choses changeaient. Un peu plus loin, 3 femmes interrompirent leur discussion en la voyant arriver. Jeanne sentit ses épaules se raidir, prête à encaisser des murmures acerbes. Mais à sa grande surprise, aucune ne parla. L'une d'elles s'approcha même doucement. « Elle va bien ?» demanda-t-elle en regardant Lucie. Jeanne hocha la tête, trop émue pour répondre immédiatement. « Elle a de la chance de vous avoir », ajouta la femme, avant de s'éloigner. C'était peu. C'était immense. Plus loin, des enfants cessèrent un instant leur jeu pour regarder le bébé. L'un d'eux, un garçon au bonnet trop large, s'avança timidement. « Elle est jolie, madame », dit-il avant de courir retrouver ses camarades. Jeanne ne sut comment répondre. Son cœur, qui avait été serré pendant des jours, se détendit un peu, comme une corde qu'on relâche. Quand elle atteignit la fontaine centrale, le shérif Étienne Karel apparut, sortant de la mairie. Il la vit, esquissa un sourire discret, puis s'approcha d'elle avec une assurance tranquille. « Le village change », dit-il doucement. « Il voit ce que vous faites. Il voit comment elle grandit dans vos bras. Et malgré les rumeurs, la vérité finit toujours par émerger. » Jeanne baissa les yeux vers Lucie, qui dormait paisiblement, sa petite main ouverte comme une fleur. « Je ne veux pas qu'elle devienne un sujet de conflit. Je veux juste qu'elle vive. Qu'elle soit aimée. » « C'est déjà le cas, » répondit le shérif. « Et beaucoup ici commencent à le comprendre. » La brise du midi passa entre eux, légère, presque bienveillante. D'autres regards se tournèrent vers Jeanne. Mais ils n'avaient plus la même dureté qu'avant. Il y avait une curiosité nouvelle. Une compassion timide. Une reconnaissance silencieuse. La rumeur qui circulait désormais n'était plus « elle n'a pas le droit à cet enfant ». C'était « cette femme se bat pour elle. Et peut-être qu'elle en est digne ». Pour la première fois depuis des jours, Jeanne sentit qu'elle n'était plus seulement la cible des murmures. Elle devenait un symbole. La salle du tribunal était plus petite que Jeanne ne l'avait imaginé, mais l'air y semblait lourd comme dans une église où chaque respiration devient un aveu. Les bancs étaient remplis de villageois, venus autant par curiosité que par inquiétude. Certains avaient les mains jointes, d'autres les bras croisés, mais tous attendaient avec une tension presque palpable. Jeanne se tenait droite, Lucie endormie contre elle. Ses doigts tremblaient à peine, mais son regard restait fixe, accroché à cette petite touffe de cheveux bruns qui dépassait du châle. Elle se força à respirer profondément. Ce matin, plus que tous les autres, la promesse faite sous le vieux être revenait frapper à sa mémoire. La porte s'ouvrit brusquement. L'homme riche entra, escorté de ses juristes comme un général marchant vers une victoire prévue. Son visage était fermé, son pas assuré. Il ne regarda pas l'enfant, seulement Jeanne, comme si elle n'était qu'un obstacle, un simple mur à renverser. Le juge, un vieil homme au visage buriné par les années, prit place. Il ajusta ses lunettes, observa la salle, puis fixa Jeanne avec une curiosité mêlée de prudence. « Madame Morel, êtes-vous consciente des accusations portées contre vous ?» Jeanne hocha la tête.
Sa voix ne tremblait pas quand elle répondit. Oui, monsieur le juge. Et je suis ici pour dire la vérité. Le riche homme se leva aussitôt. Cette femme détient illégalement mon enfant. Elle refuse de reconnaître mes droits. Je suis le père, et je réclame ma fille. Des murmures éclatèrent dans la salle. Jeanne, elle, étreignit Lucie et leva lentement la tête. La mère de cet enfant me l'a confiée avant de mourir. Elle avait peur pour sa fille. Elle m'a demandé de la protéger. Je n'ai fait que respecter sa volonté. Un silence lourd suivit. Étienne Carrel, debout à côté d'elle, déposa alors une pile de documents sur la table du juge. Le médecin, appelé à témoigner, s'avança. Sa voix était posée, ferme. La défunte portait des ecchymoses sévères. Elle a fui. Elle a résisté. Elle craignait quelqu'un. Et tout indique qu'elle a mis au monde cet enfant dans la précipitation, cherchant refuge. Le juge fronça les sourcils. Les juristes de l'homme commencèrent à s'agiter. Des rumeurs, protesta le père. Rien de tout cela ne prouve. Étienne l'interrompit calmement. Cela prouve qu'elle ne voulait pas que sa fille retourne vers celui qui l'avait forcée à fuir. Un murmure parcourut les bancs. La vérité, glaciale, venait de prendre forme. Le juge se recula dans son siège, réfléchissant longuement. Puis il prit la décision. La Cour accorde la garde légale de l'enfant à Madame Jeanne Morel. Toute tentative de lui retirer l'enfant sans procédure légitime sera considérée comme un acte de violence passible de poursuite. Un souffle collectif parcourut la salle. Jeanne sentit ses jambes se dérober, mais Étienne posa une main discrète dans son dos pour la soutenir. L'homme riche, livide, chancela d'un pas, incapable d'accepter la défaite. Jeanne, elle, baissa les yeux vers Lucie. La petite bougea légèrement, comme si elle savait qu'un tournant venait d'être franchi. Elle était en sécurité. Enfin. 1 an avait passé depuis le jugement, et la vallée semblait avoir retrouvé une paix que Jeanne croyait perdue à jamais. Le printemps s'était installé avec une douceur nouvelle, couvrant les prairies d'un tapis de fleurs sauvages. La petite maison de Jeanne, autrefois silencieuse comme un tombeau, résonnait désormais de rires, de pas légers, et de cette vie qu'elle n'avait plus osé espérer. Lucie courait pieds nus dans l'herbe, trébuchant parfois, riant toujours, ses boucles châtains flottant au vent. Jeanne l'observait depuis la véranda, une main posée sur son ventre arrondi. Il y avait en elle ce calme étrange, ce bonheur discret mais solide qu'elle n'avait jamais connu avant. Derrière elle, Étienne rangeait quelques outils, puis s'approcha doucement, comme il le faisait chaque fois qu'il la voyait songeuse. Elle grandit vite, dit-il en souriant, les yeux fixés sur Lucie qui poursuivait un papillon. Trop vite, répondit Jeanne, un rire léger dans la voix. Mais je ne veux rien manquer. Pas une seconde. Étienne glissa une main dans la sienne. Depuis leur mariage, son geste était devenu une évidence, une chaleur simple qui se mêlait à la sienne comme si cela avait toujours été ainsi. Il posa ensuite sa main sur le ventre de Jeanne, caressant tendrement la vie qui y grandissait. 2 enfants, murmura-t-il. Je n'aurais jamais imaginé, mais je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Vous deux. Elle tourna la tête vers lui, touchée par la sincérité dans sa voix. Il n'était pas l'homme le plus bavard, ni le plus démonstratif, mais quand il parlait ainsi, elle sentait que chaque mot avait le poids d'une pierre précieuse. Nous nous sommes sauvés mutuellement, dit-elle. Lucie avait besoin d'une famille. Nous avions besoin d'elle. Et toi, tu as donné une forme à tout ça. Une force. Une maison. Lucie revint en courant vers eux, les bras tendus, cherchant l'attention de ceux qu'elle appelait désormais maman et papa. Étienne la souleva d'un seul geste, et elle éclata de rire en agrippant sa barbe. Le soleil se couchait lentement, baignait la scène d'une lumière dorée, presque irréelle. Jeanne sentit son cœur se serrer d'un bonheur si pur qu'il en devenait douloureux. Elle pensa à la promesse faite 1 an plus tôt, sous le vieil arbre, dans la nuit glacée. Elle pensa à la jeune mère qui avait tout sacrifié pour offrir une chance à sa fille. Elle est en sécurité, murmura Jeanne intérieurement. Je te l'avais promis. Et dans la brise du soir, quelque chose sembla répondre. Comme un souffle de paix, un remerciement silencieux porté par les collines. La vie avait été dure, violente, parfois injuste. Mais ici, dans cette lumière, elle semblait enfin leur sourire. Si cette histoire t'a touché, alors dis-moi une chose, d'où regardes-tu cette vidéo? De Paris, de Lyon, de Marseille, ou d'un petit village perdu comme celui de Jeanne? Écris-le en commentaire, j'aimerais savoir où cette vérité a trouvé ton cœur. Et surtout, si tu veux continuer à découvrir des destins brisés, des promesses impossibles et des secrets qui peuvent changer une vie, abonne-toi maintenant.
Ne laisse pas passer la prochaine vérité. Parfois, une seule histoire peut bouleverser plus qu'on imagine.